Madame Tasca, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bistrot du Théâtre à Montigny. Je vous en prie. Catherine Tasca, sénatrice des Yvelines depuis 2004. Vous êtes aujourd'hui dans l'opposition au Sénat. Vous avez été dans la majorité sous la précédente mandature aux côtés de Jean-Pierre Bel. Vous aviez d'ailleurs été candidate pour cette présidence. Ouais. Est-ce que vous avez des regrets de ne pas avoir réussi à obtenir le plateau ? Bien sûr, bien sûr. C'était un vrai projet, donc il n'a pas abouti. J'ai forcément un petit regret, mais le temps a passé quand même. Pourquoi ça n'a pas abouti ? Vous le savez ? Qu'est-ce qui a manqué ? C'est quoi ? C'est un jeu politicien ou c'est plus sur les convictions ou... Non, je pense que les convictions étaient tout à fait comparables entre Jean-Pierre Bel et moi-même. Ce qui a été marquant en 2011, c'est que la gauche devienne majoritaire au Sénat. C'est ça l'événement. Ensuite, le choix entre les candidats à la présidence, voilà, ça se fait et celui qui gagne, gagne. Et depuis, c'est Gérard Larcher qui est retourné à la tête du Sénat, puisque le Sénat a rebasculé à droite. La dernière fois, à votre place, c'était lui d'ailleurs qui était invité de cette émission. Et lorsqu'on parlait de ce mandat de sénateur, il nous expliquait ce qui l'intéressait, c'était surtout la proximité avec tous ces élus du territoire. Est-ce que c'est ça aussi qui vous passionne, vous intéresse dans ce mandat de sénatrice ? Oui, absolument. J'ai vécu le mandat de député dans cette circonscription d'ailleurs, qui a beaucoup d'intérêt aussi. Mais le mandat au Sénat nous tient très très proche des élus locaux. Ça donne une vraie vision de la diversité du territoire. Et Dieu sait que dans les Yvelines, il est divers notre territoire. Et on a affaire à des élus qui ont en charge des collectivités de taille extrêmement différentes. Donc ça donne un vrai panorama sur la vie de la France, la vie réelle. Vous l'avez dit, vous avez été députée, aujourd'hui sénatrice. Vos collègues sénateurs, quelquefois, vous les égratignez un petit peu. Parce qu'il y a tout juste un an, vous disiez qu'il s'était développé chez certains sénateurs presque une habitude d'emploi fictif. Et là, vous pointiez du doigt l'absentéisme. Oui. Ça va mieux pour cette nouvelle session parlementaire, sachant qu'il y a des nouvelles règles qui ont été mises en place avec Gérard Larcher. Et il y a des sanctions financières, en fait, pour ceux qui ne sont pas là assez souvent. Entre autres, oui. Et puis, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience chez l'ensemble des parlementaires. C'est pas facile pour eux d'être présents au Sénat, il faut le savoir aussi. Nous avons des vraies obligations en circonscription et pour nous c'est l'ensemble du département et le département il est vaste. Pour être présent aux quatre coins des Yvelines, il faut beaucoup bouger, ça prend beaucoup de temps. Or l'emploi du temps du Sénat est devenu de plus en plus lourd, de plus en plus chargé. Ça veut dire trop de lois à examiner ? Trop de textes trop longs. Qui traitent des problèmes multiples dans le même texte et donc une vraie difficulté pour les sénateurs. Ceci étant, et surtout avec la loi du non-cumul des mandats que nous avons fait passer, il faut faire ce choix et pendant que l'on exerce ce mandat, je pense qu'il est aussi important d'être présent dans les débats au Sénat que d'être sur son territoire. Votre actualité aujourd'hui au Sénat, c'est le projet de loi relatif aux droits des étrangers. Le texte a été adopté, il repart à l'Assemblée. Vous êtes... Non, il a été adopté par le Sénat et malheureusement dans une rédaction qui est quasiment l'envers du texte tel qu'il nous était arrivé du gouvernement et de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste a voté contre le texte. Alors justement, on va revenir un petit peu sur ce différent texte parce que vous vous êtes opposé sur certains points aussi de ce qui avait été présenté au tout départ. Vous allez corriger si je dis une bêtise, mais vous étiez opposé à l'une des dispositions qui avait été présentée par les socialistes et c'était une nouvelle infraction en cas d'usurpation de documents d'identité. Ça permettrait de lutter contre les filières et l'immigration clandestine. Alors expliquez-nous un petit peu plus les choses. Oui, tout simplement, nous estimons que s'agissant des réfugiés, de ceux qui sont en demande d'asile, et en fait c'est à eux que l'on pense le plus en ce moment, le fait de se déplacer et d'entrer en France sans papier ou avec des faux papiers est souvent assez inévitable. Lorsque vous quittez un régime politique où vous vous sentez opprimé, menacé, vous ne voyagez pas forcément avec les bons papiers. C'est donc
problème à l'entrée sur le territoire. Ça ne facilite pas le travail de contrôle à l'entrée sur le territoire, mais en tout cas, nous avons estimé que ça ne méritait pas la sanction qui était dans le texte initial. J'aimerais qu'on parle un petit peu des socialistes, de cette majorité, du travail qui a été mené depuis, de votre regard, parce que vous êtes en politique depuis longtemps, engagé depuis longtemps aux côtés des socialistes, mais pour ça, on va faire une petite pause, on va aller s'installer de l'autre côté, en salle, je vous en prie. Allez-y. Catherine Tasca, juste avant cette petite pause, nous évoquions le Parti socialiste. Alors je vais rappeler que vous avez été ministre de la Communication de Michel Rocard, ministre délégué à la francophonie d'Édith Cresson, ministre de la Culture et de la Communication de Lionel Jospin, quelques-unes de vos nombreuses fonctions, au PS depuis toujours, tout simplement. Vous pensez quoi aujourd'hui de l'action de François Hollande ? J'en pense du bien. Il a repris un dossier difficile, un pays profondément fragilisé, inquiet. Et je pense qu'il s'inscrit dans un travail de long terme, de manière à accompagner le redressement du pays. Vous dites de long terme, mais il reste assez peu de temps dans son mandat. Et dans le cadre du mandat, mais d'abord, il est permis d'espérer qu'il aura l'occasion de prolonger son action dans un deuxième mandat. Au fond, actuellement, les sondages ne lui sont guère favorables et nous savons que les Français sont assez perturbés par l'évolution de la situation économique et sociale et ne voient pas encore suffisamment de résultats de l'action entreprise par le président de la République et par son gouvernement. Il y a donc une impatience, mais l'action qui est menée va dans le bon sens. Je pense qu'elle va dans le bon sens, oui. Elle s'efforce de concilier nos engagements de toujours, hein, nos convictions de gauche, de socialistes, et la réalité, pas seulement du pays, mais de l'environnement dans lequel nous trouvons, c'est-à-dire l'Europe, c'est-à-dire un cadre international qui est profondément troublé, déséquilibré. Et au milieu de tout ça, je pense que François Hollande donne des chances au pays de se redresser. Alors pourtant, à gauche, on entend des voix dissonantes. Hein. Tout le monde ne soutient pas son action, vous le savez bien, forcément. Vous êtes plutôt Emmanuel Macron, Martine Aubry? Je crois que je peux prétendre être les deux à la fois. Les deux à la fois, d'accord. Oui, mais être Martine Aubry, si vous voulez dire que Martine Aubry parce que c'est deux orientations différentes. Fait partie des frondeurs. Oui, c'est deux orientations alors différentes. Je ne suis pas de ce côté-là. D'accord, vous n'êtes pas frondeur. Mais je pense qu'Emmanuel Macron est un bon ministre, sérieux. Je considère l'ensemble de l'action du gouvernement et de mon point de vue, le gouvernement tel qu'il est constitué actuellement fait du bon travail, je lui fais confiance. Donc les deux tendances peuvent cohabiter, c'est-à-dire une tendance plutôt gauche de la gauche. Ça a toujours existé. Quand vous lisez l'histoire du Parti socialiste depuis ses origines, je lis actuellement une biographie de Léon Blum écrite par Jean Lacouture qui vient de disparaître et je suis frappée de ce que ces deux lignes, on va dire, ou ces deux tentations sont présente en permanence dans l'histoire du Parti socialiste. Donc ça n'est pas surprenant. Ce qui est actuellement plus surprenant, c'est que par rapport au contexte politique dans lequel nous sommes, et en particulier la montée de l'extrême droite et le durcissement des positions de la droite dite classique, par rapport à ce contexte, je pense que la confrontation entre ces deux, je mets des guillemets, courants au sein du PS est une confrontation dangereuse. C'est une confrontation qui est destructrice. Bon, par ailleurs, et vous le savez, nos partenaires à gauche ne sont pas non plus en accord avec la politique menée par François Hollande. C'est donc pour nous un problème de fond. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le premier secrétaire du Parti socialiste lance une consultation très libre ce week-end sur les attentes des Français par rapport à l'union de la gauche. Moi, je suis convaincue que les Français souhaitent l'union de la gauche ou des gauches. C'est bien de souhaiter l'union, mais donc il y a cet appel, et quelque part, cet appel peut sembler un peu un cri de désespoir. Regardez, les Français veulent qu'on parte vers une union, il faut réussir à s'unir, il faut se mettre d'accord. Pourtant, il y a des divergences de fond, il y a des problèmes de fond sur les programmes. Il y a une vraie nécessité à donner la parole aux citoyens sur ces sujets. C'est la voie de la raison. On s'aperçoit que les
confrontations entre appareils ne sont pas très fructueuses. Je le dis en le regrettant, mais c'est comme ça pour le moment. C'est un moment de l'histoire de la gauche, des gauches en France, et au fond, tous les partis sont à la recherche d'un contact, d'un dialogue plus direct avec nos concitoyens. Le référendum n'est qu'une forme parmi bien d'autres de chercher à avoir ce dialogue. Et puis il y a tout de même une urgence parce qu'il y a des élections régionales. Vous me disiez tout à l'heure en aparté que vous connaissez bien ce département des Yvelines, ça fait une vingtaine d'années que vous y êtes arrivé et vous avez connu les victoires, les défaites aussi. Le conseil départemental aujourd'hui n'a plus d'élu d'opposition de gauche, il est détenu uniquement par la droite. Les agglomérations, les communes ont basculé aux dernières municipales. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines où on se trouve aujourd'hui est détenue par la droite, par le centre droit. Avec les régionales, il y a un vrai risque. Vous êtes inquiète de voir cette région échapper aux socialistes Oui, je ne cache pas du tout mon inquiétude parce que ce serait, je pense, une régression pour ce territoire de l'Île-de-France et pour notre territoire des Yvelines, à l'évidence. Donc moi, je souhaite beaucoup que nous puissions conserver la direction de cette région où la gauche a un bilan solide. Jean-Paul Huchon a fait avec ses partenaires, pas tout seul, a fait un grand travail sur cette région et ce serait tout à fait désolant que tout ça puisse être remis en cause. Vous savez, vous évoquez le conseil départemental. Ça n'est bon pour personne, une composition monocolore comme la composition actuelle. Oui, mais les électeurs ont choisi. Oui, les électeurs. C'est la démocratie aussi. Les électeurs ont choisi, mais je le répète, ça n'est bon pour personne. C'est un département, de toute façon, et je suis bien payée pour le savoir, qui n'a jamais penché fortement à gauche. Historiquement, sauf était plutôt au centre. Voilà. Sur quelques territoires, quelques villes. Et malheureusement, nous en avons perdu quelques-unes, mais que le conseil départemental, avec sa mission, avec ses nouvelles compétences, puisse être géré par une seule famille politique, je le répète, je pense que ça n'est bon pour personne et que même si c'est le résultat objectif des élections départementales, et c'est d'ailleurs dans la suite des élections municipales de 2014, même si c'est le verdict des électeurs, ça donne un résultat qui, à mon avis, ne sera pas fructueux pour ce territoire. Vous vous souvenez de votre arrivée dans le département des Yvelines? Très bien. C'est un parachutage, même si le mot n'est pas très beau, mais c'est un parachutage. Oui, mais bon, je ne suis pas très sportive, je n'ai jamais imaginé arriver, débarquer. Mais oui, mais rappelez-vous que c'est un moment où le gouvernement, ou plus exactement les socialistes, avaient choisi de travailler sur la parité et sur l'entrée d'un certain nombre de femmes en politique. Voilà, donc le parti m'a proposé de venir dans les Yvelines. Cela a été diversement apprécié par mes collègues élus socialistes, et ça je m'en souviens bien. Mais bon, je me suis accrochée et j'ai pu être élue à l'Assemblée nationale, ce dont j'ai été très, très fière et très heureuse, d'autant que j'ai eu la chance d'avoir la présidence de la commission des lois en 97. Donc. Voilà, donc oui, je me souviens très précisément de cette arrivée qui a été un peu bousculée par la décision de dissolution de l'Assemblée nationale. Logiquement, j'aurais eu du temps devant moi pour préparer cette élection et mon implantation dans les Yvelines, il a fallu faire vite. En préparant un petit peu cet entretien, j'ai retrouvé un article, un portrait qui avait été fait de vous dans Libération, c'était en 98. Et la journaliste écrivait « Elle ne retient pas la lumière, n'accroche pas les objectifs des photographes, se détourne des journalistes. Si piètre vendeuse d'elle-même que l'on se demande par quel mystère elle est devenue quelqu'un au Parti socialiste. » Vous vous souvenez de ça? En tout cas, non, pas du tout, pas du tout. Bah, déjà, la terminologie, si piètre vendeuse d'elle-même, je n'ai jamais cherché à être vendeuse de moi-même. Je pense qu'on s'impose beaucoup plus par ce que l'on fait, par les idées qu'on défend, que par un métier de mise en lumière. Voilà. Bon, je pense ne pas être passé inaperçu dans tout ce parcours, avoir réalisé un certain nombre de choses, mais je ne me souvenais pas de cet article. Je ne me méfie pas des journalistes. Je dirais que j'ai appris à les connaître, notamment lorsque j'ai été au gouvernement, ministre de la Communication. J'ai appris à les connaître
mieux que je ne les connaissais auparavant, quand je n'étais pas une élue nationale. Mais non, j'ai au contraire du respect pour le métier de journaliste. En 98, justement à l'époque de ce portrait, vous étiez en train de travailler autour du projet du Pacs, justement. Aujourd'hui, quand vous voyez toute l'agitation autour du mariage pour tous, encore aujourd'hui, même si la loi est passée, ça vous agace un peu? Non, ça ne m'agace pas. Vous dites ça n'a pas beaucoup changé après tant d'années? Ah oui, sur le fond, l'état de l'opinion, vous voulez dire. Oui, tout à fait. Mais en fait, tout de même, le mariage pour tous, il a été adopté et ça se passe très bien dans la plupart des mairies de France. Donc ça veut dire que c'est une réforme qui était tout à fait jouable. C'est développé autour de ce projet un débat très passionné, passionnel, très politicien aussi, qui est plutôt regrettable parce que sur ces questions sociétales, nous aurions tous intérêt à ce que le débat reste un peu plus paisible. Je me suis toujours posé la question, est-ce que nous n'aurions pas mieux fait de perfectionner le Pacs tel que nous l'avions conçu en 1998. Bon, mais le choix a été net d'aller jusqu'au mariage. Et encore une fois, ça se vit sans problème dans 99% des cas. Donc ça prouve qu'il y avait plus de volonté d'agitation que de contre-projets ou que de véritables réticences par rapport au fond de ce texte. Vous avez été ministre, je l'ai dit tout à l'heure, je dresse un petit peu comme ça votre parcours, votre biographie. Vous avez été une ministre emblématique de François Mitterrand. J'aimerais juste qu'on s'attarde un petit peu là-dessus. On a réalisé un petit micro-trottoir. Voici ce que les gens gardent comme image de François Mitterrand. Vous réagirez juste après. Tenez. On dira plutôt bonne, parce qu'on était quand même encore dans les illusions. Image quand même controversée parce que tout n'a pas toujours été extrêmement clair, mais une bonne présidence, on va dire présidence ancienne version, alors que les nouvelles versions, c'est un peu plus délicat. Il était bien, il a bien travaillé, on était bien avec lui, quoi. Pas très clair en fait, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses cachées, donc plutôt une image négative. Une image très positive, oui, quelqu'un de très cultivé, très érudit, très positive en tout cas. Pas très bonne. Pourquoi? Parce que c'est un tricheur, comme beaucoup d'hommes politiques. Vous réagissez comment? Quelle image vous gardez? La dernière... C'est très varié, hein. La dernière, oui, c'est sévère. Non. Les témoignages dans l'ensemble sont très positifs. C'est-à-dire qu'on sent que même pour ceux qui peut-être n'ont pas partagé tous les choix de François Mitterrand, en tant que président de la République, il y a une admiration. Il y avait ce sentiment que la France était représentée au plus haut niveau. Et ça, je pense que les Français ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Mais la dernière phrase, qui résume évidemment l'opposition absolue, c'est un tricheur, comme tous les politiques. Et là, on touche à un état d'esprit, un état de l'opinion qui est préoccupant. Parce que, ça se traduit par l'abstention, la montée des extrêmes. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, les mauvais exemples parmi les politiques ont entaché, et il y en a sur tous les bords, ont entaché l'image d'ensemble des politiques. Et ça, c'est grave parce que nous avons besoin que des gens se consacrent à ces mandats politiques, à ces fonctions, et nous avons besoin de la confiance des Français. Donc, une de nos tâches actuellement, c'est de reconquérir cette confiance. On va faire une petite digression, disons. On va quitter la politique, juste pour parler de votre parcours professionnel, parce que notamment de votre passage entre 93 et 97, vous étiez auprès d'André Rousselet, le fondateur de Canal+, vous avez été sa conseillère. Oui. Ça consistait en quoi? Eh bien, en réalité, il m'a confié très très vite la présidence d'une des filiales de Canal+, qui était Canal Horizon, qui avait la charge de développer Canal en Afrique. Et puis c'était pour moi la première expérience en entreprise privée véritable. J'avais dirigé des établissements avec des statuts privés, mais tous sur subside public. Et là, pour la première fois, je plongeais vraiment dans la réalité de l'entreprise. Et je pense que c'est une expérience très, très utile. Puis je tenais beaucoup à avoir une activité professionnelle déconnectée du monde politique, parce que
si j'avais un regret à exprimer par rapport à l'évolution de l'exercice des mandats politiques, c'est que de plus en plus, nous avons des candidats qui n'ont pas d'expérience professionnelle. La politique est un métier. Qui n'ont pas vécu autre chose, et je pense que c'est un manque. C'est un manque. Et sur le groupe Canal aujourd'hui, si on fait une petite parenthèse, sur ce qu'il est devenu avec le rachat par Bolloré. J'ai toujours pensé qu'une grande œuvre, quelle qu'en soit la nature, une grande entreprise, ça tient beaucoup à son inventeur, à celui qui l'a conçu, en l'occurrence André Rousselet. Il était très difficile que Canal continue sur sa lancée après l'éviction d'André Rousselet, et la preuve est faite. C'est qu'aujourd'hui, la chaîne se cherche un nouveau parcours qui, de toute façon, à mon avis, ne sera pas fidèle au projet initial de Canal+. Ce qui se passe dans le monde de la télé vous intéresse toujours aujourd'hui? Oui, beaucoup. Notamment dans le service public aussi? Essentiellement. Oui, parce que vous avez réagi aussi sur la façon dont a été désignée la nouvelle présidente de France Télévisions. C'est un peu opaque aujourd'hui? C'est opaque. Je ne comprends pas bien comment le Conseil supérieur de l'audiovisuel, que j'ai contribué à mettre en place... Oui, parce que vous avez siégé dans l'ancêtre du CSA. Oui, mais surtout, lorsque je suis devenue ministre de la Communication, nous avons, par la loi, créé ce Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et je pense que nous n'avons pas vu tous les problèmes et qu'il y aurait des choses à changer, à la fois dans la composition de ce Conseil et dans sa mission. J'ai acquis la conviction qu'il serait souhaitable que le Conseil, qui est chargé de la régulation, au fond, d'imprimer une déontologie aussi dans ce paysage audiovisuel, ne devrait pas être celui qui désigne les responsables de l'audiovisuel public. Et donc il y a là à faire preuve d'imagination pour avoir d'autres modes de désignation. Le mode proposé par Nicolas Sarkozy n'est pas pensable, pas acceptable, c'est-à-dire le président qui à lui tout seul le désigne, mais je pense, et la démonstration a été faite à la fois pour la nomination à Radio France et pour la nomination à France Télévisions, que dans sa composition, dans sa façon de fonctionner, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'assume pas comme il serait souhaitable cette mission de nomination. Alors oui, j'ai été critique. La télé, le théâtre aussi, et là c'est votre premier amour. En 82-86, vous avez travaillé notamment avec Patrice Chéreau. C'est un ami proche. Bien en amont. De ça, mais... Depuis, à partir de 1972, j'étais à la Maison de la Culture de Grenoble, qui était un très grand théâtre, pluridisciplinaire, et puis j'ai travaillé avec Patrice à Nanterre, et ce sont des années pour moi très fructueuses et très, très heureuses. J'ai une vraie passion pour le théâtre, mais je dirais plus largement pour l'ensemble des arts vivants. Et je crois que c'est une part essentielle pour le devenir d'une société, pour le devenir de notre pays. D'ailleurs, moi j'ai contracté la passion politique à travers mon métier de dirigeant d'entreprise culturelle. Parce que j'ai fait très vite le lien entre la politique culturelle, la place des arts dans la société et les choix politiques fondamentaux qu'il fallait faire à travers l'action politique. Et en fait, c'est Grenoble puis Nanterre qui m'ont amené à un parcours politique plus, pas plus engagé, mais à travers l'élection. Et vous aimeriez y retourner à l'issue du mandat de sénatrice? À l'issue du mandat de sénatrice, je pourrais aller beaucoup plus librement encore au théâtre, au concert et dans les expositions, parce que vous savez que l'activité parlementaire, et en tout cas au Sénat, est absolument dévorante et ne nous laisse pas beaucoup d'espace pour vivre autre chose. Donc là, on n'est pas loin du Théâtre National à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est juste en face. Vous n'y allez pas souvent? Non, je n'y vais pas souvent, je l'avoue, j'y vais quand même de temps en temps. Mais les soirées sont souvent consacrées au Sénat. Une dernière question, le parcours que vous avez eu, vous l'avez imaginé quand vous étiez plus petite? Écoutez, parce que la politique, vous connaissiez un petit peu, hein, déjà, de par votre père, on ne s'est pas attardé, mais... Oui, je ne me voyais pas du tout avec un mandat politique ou des responsabilités gouvernementales. Ce qui était très clair pour moi, très tôt, c'était le sens du service public. Mais je ne suis pas une femme d'appareil et j'ai toujours un peu de mal par rapport au fonctionnement des appareils politiques. Et d'ailleurs, le spectacle que nous donne aujourd'hui,
beaucoup de formations politiques. Je regarde ce qui s'est passé à l'UMP tout au long de l'année passée. Je regarde ce qui se passe aujourd'hui chez les Verts, par exemple, pour ne prendre que ces exemples. Ça conforte ma défiance à l'égard de la vie d'appareil. Et c'est pour ça aussi que je suis convaincue, et je l'ai toujours été, qu'il fallait avoir peut-être une double vie, c'est-à-dire une expérience professionnelle réelle qui vous arme dans les relations avec les autres, dans la compréhension aussi des codes sociaux, des obligations à l'égard des gens qui travaillent. On a besoin de ça. Et puis par ailleurs d'exercer à certains moments de la vie des responsabilités politiques. Merci beaucoup Catherine Tasca d'être venue pour ce café politique. Merci à vous.